De la Grèce antique subsiste avant tout une mythologie riche, parsemée de dieux au comportement très humain. Courage, opiniâtreté, mais aussi orgueil et jalousie, tels étaient les sentiments qu'exaltaient les exploits du panthéon grec. Aujourd'hui, les vestiges des grands sanctuaires comme Delphes ou Délos donnent à voir, pour qui sait les lire, ces grandes phases de l'histoire hellène. Ces centres religieux étaient de véritables aimants pour la quête du pouvoir à laquelle s'adonnaient les cités grecques. Mais comment pouvait-il être à la fois source de conflits et lieu dans lesquels tout conflit était proscrit? C'est avec l'aide des chercheurs de l'école française d'Athènes que nous allons tenter de lever le voile sur les enjeux de cette étonnante civilisation. Estuaire du Pléistos en Phocydie, province située à l'est de la Grèce, en bordure du golfe de Corinthe. Un navire crétois termine sa campagne de pêche. Soudain, la vigie appelle ses compagnons pour leur désigner un magnifique dauphin argenté ayant surgi à la proue du bateau. L'animal d'une beauté surnaturelle oblige les marins à le suivre, à l'intérieur des terres jusqu'au petit port de Kyra. Après une courte navigation, quelle n'est pas la surprise des marins de découvrir à flanc de falaise un sanctuaire majestueux dédié à Apollon, dont le dauphin qui les avait guidés est une manifestation. Les marins crétois se trouvaient devant le site de Delphes qui tient son nom de cette légende, et Apollon les y avait conduits pour leur demander d'en être les gardiens. Aujourd'hui, même si les visiteurs restent subjugués par la beauté du site et de son environnement, ils sont loin de l'impression que pouvaient ressentir les pèlerins venant consulter l'oracle de Delphes ou les athlètes participant aux Jeux Pythiques. Imaginez, le site débordait alors littéralement de colonnes, de statues et de petits temples appelés trésors. Quelle était la raison de ce foisonnement? Delphes détenait une position centrale entre l'Attique, gouvernée par Athènes, et le Péloponnèse, régi par Sparte. Niché contre les roches Phédriades, les resplendissantes, le site avait tous les atouts pour que les yeux se tournent vers lui. La légende veut d'ailleurs que Zeus, voulant déterminer le centre du monde, lâcha deux aigles, un du levant et l'autre du couchant. Ils se rejoignirent au-dessus de Delphes et y déposèrent la pierre sacrée, l'omphalos, incarnant le nombril du monde. L'omphalos fut placé dans le temple d'Apollon, censé être arrivé au même moment sur les lieux.
la recherche d'un endroit où s'installer, Apollon aurait posé son char à Delphes, libérant du même coup ses habitants et l'oracle d'un monstre terrifiant nommé Python. Afin d'expier son meurtre, le dieu se serait exilé ensuite pendant 8 ans comme berger, avant de revenir sur les lieux pour y implanter son temple. Une si riche histoire mythologique témoigne de l'importance du site de Delphes. Cependant, ce sanctuaire, qui fut longtemps considéré comme le centre du monde, faillit demeurer à jamais dans l'oubli, car il fut entièrement recouvert par un village du nom de Castrie. Il va y avoir donc ce passage absolument fascinant de Delphes, qui était centre du monde dans l'Antiquité, qui sort de la mémoire des hommes. On oublie jusqu'à la localisation du site de Delphes. Jusqu'au moment où on va s'intéresser de nouveau, mais d'un point de vue archéologique, à Delphes, la destruction du village est un acte de fouille déjà, puisque le village est en partie construit avec des matériaux du sanctuaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce village, en s'installant là-dessus, a complètement protégé le sanctuaire. On doit au village d'avoir pu conserver le sanctuaire dans son état. On installe un réseau de voies ferrées pour évacuer les déblais produits par les maisons à mesure de leur destruction. On a conservé des photographies d'ailleurs assez extraordinaires où on voit les vestiges qui sont là et des maisons qui sont encore debout à l'arrière-plan du paysage. Il y a en particulier une photo du mur polygonal avec à l'aplomb une maison construite sur le mur polygonal. Ce qui est pour nous un témoignage scientifiquement intéressant et j'allais dire très émouvant aussi, c'est le journal de la Grande Fouille, qui a été tenu donc entre 1892 et 1902. Alors, il y a des dessins de céramique, des dessins de bronze, des dessins d'architecture comme celui-ci par exemple, qui émaillent et qui jalonnent ce journal de la Grande Fouille. Par exemple, c'est là qu'on a quelques-uns des grands moments de la fouille. Par exemple, ici, à la date du 30 mai 93, où on signale la découverte d'une statue d'Apollon archaïque dont il ne manque que les pieds. Cette statue, c'est un des 2 jumeaux argiens, dont on a conservé d'ailleurs une photographie au moment de la découverte. Et parmi les plus grands moments, il y a évidemment la découverte en 1896 de l'Aurige, dont on suit les étapes, puisqu'on commence ici, on est au 28 avril, donc on voit comment s'est progressivement reconstituée la statue de l'Aurige au moment de sa découverte. De la même manière, l'histoire hellène se révèle en progressant étape par étape sur le site. Tout d'abord, le 8e siècle marque la naissance archéologique du culte apollinien. Les premières traces d'offrandes dédiées à Apollon, dont celles retrouvées dans le sanctuaire, remontent à cette période. Les villes se transforment en cités-États indépendantes, dominées par des chefferies claniques ou des ligues aristocratiques. Le site, qui à l'époque a déjà acquis une importance capitale dans le monde grec, est administré par un ensemble de délégués issus de 12 cités différentes, l'Amphictyonie. Ce collège fut créé à l'origine pour gérer les Pythias, concours organisé en l'honneur de la victoire d'Apollon sur Python. Les Amphictyons, signifiant ceux qui vivent autour, se retrouvaient 2 fois par an et formaient, sous couvert d'une association religieuse, une véritable institution politique. La première guerre sacrée, au VIe siècle avant Jésus-Christ, est d'ailleurs née de la violation des lois amphictyoniques par le port voisin de Kyra, qui s'arrogea le droit de prélever un péage sur les pèlerins. Il y eut en tout 4 guerres sacrées, qui, bien que toutes issues d'un conflit local, finiront par coûter leur pouvoir aux cités grecques, au profit de Philippe de Macédoine.
Au 5e siècle éclatent des guerres médiques, opposant le peuple grec aux Perses, et dans lesquelles se ressentent déjà les rivalités et le manque d'union entre les cités. En point d'orgue à ces rivalités, survient la guerre du Péloponnèse, dans laquelle s'affrontent les principales villes du monde grec. Celle-ci prend fin en 404, quand la flotte athénienne est vaincue par Sparte à Aigos-Potamos. À partir de cette période, les cités-États ne cesseront de se livrer des guerres de pouvoir pour obtenir la domination du monde grec. Cette histoire tumultueuse se lit dans les répliques que se font les cités par le biais des offrandes faites à Apollon. Et cela dès l'entrée de son sanctuaire. Alors, en franchissant cette porte, nous pénétrons dans le sanctuaire, donc dans l'espace sacré. C'est un lieu où vont se réunir un certain nombre d'offrandes qui sont censées remercier le Dieu, lui rendre grâce, l'honorer. En réalité, c'est aussi un champ clos où se poursuivent les rivalités entre les hommes, entre les cités et entre les royaumes. Cette première offrande que nous avons sous les yeux, c'est une offrande des Arcadiens pour célébrer une victoire sur les Lacédémoniens. Donc c'est une prise sur le butin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la reconstruction topographique qu'on peut établir, on a ici dans ce petit secteur presque une lecture politique à faire. La base des Arcadiens est érigée après une victoire de 370. Elle est implantée juste en face d'une consécration faite par Sparte pour célébrer sa victoire sur les Athéniens en 404 à Aigos-Potamos. L'offrande célébrant la victoire de Sparte est placée juste à côté d'une offrande célébrant une victoire athénienne, celle de Marathon en 490. Au-delà encore, on aura la base du cheval dourien, consécration par Argos d'une victoire sur Sparte. Donc deux bases, une base célébrant une victoire d'Argos sur Sparte, une base célébrant une victoire d'Athènes, et puis pour terminer, cette base lacédémonienne qui vient dire finalement c'est nous qui l'emportons. Cette surenchère, elle est aussi dans les effets recherchés par l'offrande, et il faut bien se rendre compte de l'effet que devaient avoir ces offrandes pour le spectateur, et on jouait politiquement, on poursuivait politiquement comme ça les rivalités des cités. Le pèlerin était ainsi immédiatement plongé dans l'arène, dans laquelle les cités, par le truchement des offrandes, se livraient un véritable combat artistique, comme un prolongement de leur guerre de pouvoir à l'intérieur de l'enceinte sacrée. À l'amorce du premier tournant de la voie pavée, commence la zone des trésors, ces petits temples construits aussi à titre d'offrande. Une autre catégorie d'offrandes monumentales est constituée par des monuments. Le type le plus connu dans cette catégorie sont les trésors. Les trésors, qui avaient l'apparence des temples, étaient édifiés par les villes pour représenter leur pouvoir politique à l'intérieur de grands sanctuaires comme celui de Delphes. Malgré leur état de conservation, les scientifiques ont réussi à recueillir quelques informations sur le rôle et la provenance de ces réceptacles. Les vestiges de soubassement ont permis d'en dénombrer au moins 11 dans cette zone. Les inscriptions indiquent qu'ils étaient tous attribués à des cités différentes. Construit en l'honneur de la victoire de Marathon, et d'ailleurs sûrement grâce au butin prélevé à cette occasion, le trésor des Athéniens est le seul qui fut restitué par les archéologues au début du XXe siècle. On sait, grâce à la dédicace, que c'est un trésor qui était offert à l'occasion de la victoire athénienne de Marathon. On lit le nom de Marathon, ici Marathonie, qui a été gravé sur la base. Cette base elle-même, en avant du trésor,
porté à l'origine 10 statues qui représentaient les 10 héros éponymes de la cité d'Athènes. On a donc ici toute une scénographie qui est mise en place, qui manifeste dans son architecture et dans sa présentation la puissance d'Athènes. À l'origine, la voie pavée empruntait un itinéraire différent. Elle faisait en effet un coude supplémentaire, bordant le site à droite, au lieu de le couper par le centre comme aujourd'hui, afin d'arriver devant le temple d'Apollon, la pièce maîtresse du site. C'est là qu'étaient rassemblées les offrandes les plus spectaculaires données par les cités de tout le monde grec. Mais d'où venait ce besoin presque compulsif de bâtir des offrandes aux dieux? L'offrande faite aux dieux signifiait principalement la reconnaissance de son pouvoir divin. Elle signifiait aussi le besoin des mortels d'exprimer leur gratitude envers le Dieu pour ses bienfaits et leur envie de continuer de profiter de ses faveurs. On ne peut que supposer, en regardant les luxueuses offrandes, que derrière l'expression de gratitude se cachait aussi l'intense tendance des fidèles à se mettre en avant. Aux heures de gloire de Delphes, ce modeste rocher servait de base à une colonne de 12 mètres, elle-même surmontée d'un sphinx. Offert par les habitants de l'île de Naxos, afin de montrer leur suprématie sur les Cyclades, ce monument inaugure un nouveau type d'offrande, tout en hauteur. La base est augmentée d'un support, sur lequel est placée une statue, ou bien encore un trépied, caractéristique de Delphes et appelé pour cette raison trépied delphique. À Delphes, comme dans tous les grands sanctuaires anciens, le trépied est l'offrande typique des premiers temps de l'Antiquité. Ce type d'offrande avait une signification particulière pour le sanctuaire de Delphes, puisqu'elle était directement en rapport avec l'attribution de l'oracle. Selon la légende rapportée par Diodore le Sicilien, la Pythie était assise sur un trépied, afin qu'elle ne tombe pas dans le gouffre d'où sortait la fumée qui lui inspirait ses oracles. Ainsi, le trépied a obtenu une signification particulière pour l'oracle de Delphes, et il est devenu un symbole du dieu et de son oracle et de l'attribution des oracles. Cette signification symbolique se confirme par l'extension de cette offrande aux trépieds monumentaux, comme le trépied des Platées, que les Grecs ont dédié aux dieux pour le remercier de leur victoire sur les Perses. Le trépied des Platées se composait d'une colonne en bronze faite de 3 serpents entrelacés. Leurs têtes se séparaient pour supporter les pieds du trépied en or. Donc ici on se trouve vraiment au cœur du sanctuaire. C'est ce qu'on appelle dans les inscriptions l'Epiphanestatos Topos. C'est le lieu le plus en vue et c'est là que les grands, les puissants voulaient absolument être vus, être reconnus. On va avoir autour de ce cœur du sanctuaire une forêt d'offrandes qui va se développer. Je parle de forêt parce que ce sont des offrandes qui n'ont pas beaucoup de place au sol pour se développer, qui vont se développer considérablement en hauteur. Tout ça était le plus près possible du temple. Il y avait aussi dominant cet ensemble la grande colonne des danseuses que vous avez vue au musée, qui était juchée sur cette base carrée et qui dominait le tout. La colonne des danseuses est probablement la plus représentative des offrandes delphiques. Trônant sur une magnifique colonne décorée de feuilles d'acanthe, 3 danseuses, aux draperies finement ouvragées, supportaient un trépied qui lui-même servait de base à un chaudron. À l'intérieur du chaudron reposait un omphalos. Cette superposition, sans doute, avait aussi pour but d'aller le plus haut possible. Donc on était vraiment cerné de toutes parts par ces offrandes qui se pressaient autour du temple et de l'autel d'Apollon. En quelque sorte, on rendait grâce aux dieux, mais ce faisant, on voulait se faire voir du monde.
L'importance du site de Delphes ne se bornait pas aux offrandes déposées dans le sanctuaire d'Apollon. C'était tout un complexe organisé autour de deux activités maîtresses, la consultation de l'oracle et les concours delphiques. Appelé Pythie en mémoire du monstre Python vaincu par Apollon, l'oracle de Delphes était célèbre par-delà les frontières. Le pouvoir oraculaire du lieu proviendrait d'une faille dans le sol par laquelle s'exhalaient des émanations gazeuses assimilées au souffle du dieu. Le temple d'Apollon serait construit sur cette faille. À l'arrière du temple, l'absence de dallage et une légère déclivité du sol ont permis aux archéologues d'y situer ladit temple, c'est-à-dire l'endroit dans lequel officiait la prêtresse. Véritable institution, la divination était soumise à des règles strictes. Les consultants se massaient à l'entrée du temple d'Apollon, sur la terrasse duquel on aspergeait un animal d'eau afin de savoir si l'oracle était disposé à rendre son office. Mais il y avait des passe-droits. C'est le cas notamment des gens de Kio, qui avaient offert l'autel autour duquel la cérémonie prenait place. On voit une très belle inscription sur le côté de cet autel, en assez grandes lettres, où on lit Delphoi edokan Kiois promanteien, c'est-à-dire la cité de Delphes a accordé à Kio la promantie. La promantie, c'est le droit de consulter la Pythie en priorité. Donc les gens de Kio qui viennent consulter la Pythie peuvent se prévaloir de ce privilège pour passer devant les autres. Ainsi, les consultants individuels ou mandatés par une cité-État, tout en abandonnant les conflits à l'extérieur du site, venaient prendre connaissance de leur issue. La gloire de Delphes tenait également aux jeux pythiques qu'elle organisait et qui étaient ouverts à tous les Grecs. En contrebas du domaine d'Apollon et à quelques mètres du sanctuaire de la Marmaria, dédié à Athéna, se trouve le gymnase. Construit vers 330 avant Jésus-Christ, le gymnase est un véritable centre de formation des athlètes en préparation des jeux pythiques. Il était composé d'une terrasse supérieure, regroupant une galerie couverte, bordant une piste de course. Sur la terrasse inférieure se trouvait la palestre, destinée à l'entraînement des lutteurs, des salles de repos et un établissement de bains. L'objectif de ce complexe sportif était de donner principalement aux jeunes Delphiens les plus grandes chances de remporter les Jeux. En effet, dominant le sanctuaire d'Apollon, culminait le stade. C'est là qu'avaient lieu toutes les épreuves sportives des Jeux pythiques. Son agencement est encore bien visible. Ces trous supportaient les poteaux déterminant les couloirs des coureurs, et une rainure leur servait à positionner leurs doigts pour le départ. Construit dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, le stade disposait de 6500 places, preuve de l'importante fréquentation de ces concours qui alliaient à la fois le corps et l'esprit. En effet, le chant, les talents oratoires, l'art dramatique, toutes ces disciplines y étaient présentes au même titre que la lutte, la course ou la boxe. Ces manifestations artistiques prenaient place dans le théâtre situé juste au-dessus du temple. Mais ne nous y trompons pas. Au-delà de leur caractère distrayant, ces jeux pythiens, nés de la victoire des Amphictyons lors de la première guerre sacrée, était également un moyen de mettre en valeur son peuple.
c'était un véritable exutoire aux rivalités. À la fois enceinte religieuse, complexe sportif et lieu de prédiction, il n'est pas étonnant que le site de Delphes ait déchaîné les passions. Les représentants des différentes cités-États y pénétraient avec la volonté de sortir leur épingle du jeu. Mais quel était alors le cadre de vie de ceux qui, jadis, vivaient aux abords de ce type de sanctuaire ? Berceau du dieu Apollon, l'île de Délos connut à l'époque hellénistique un développement fulgurant, qui eut pour conséquence d'attirer les populations des 4 coins de la Méditerranée. Ce cosmopolitisme, original dans le paysage grec de l'époque, ne fut pas toujours profitable à la communauté insulaire. Qu'il soit quand même toujours très clair, hein, les grands sanctuaires, que ce soit Delphes ou que ce soit Délos, sont sur le territoire de cités. Et ce sont ces cités qui, normalement, ont la gestion de ces sanctuaires jusqu'à une histoire complexe qui fait que cette gestion peut passer aussi du côté des grandes puissances qui s'installent dans ces îles. Mais posons-nous d'abord la question du développement de l'île. Par quel miracle ces grandes puissances ont-elles débarqué sur cette langue de terre balayée par l'écume, pourvue de sommaires installations portuaires? Mais surtout, comment l'île de Délos est-elle passée d'un des plus importants centres religieux de Grèce à une place commerciale internationale regroupant tous les peuples méditerranéens? Les premières manifestations d'un culte à Délos remontent au IXe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un hymne homérique à Apollon qui marque définitivement l'île du Sceau mythologique. Ce poème du VIe siècle relate les tourments de Leto, qui, enceinte de Zeus, cherche un endroit où donner naissance à Apollon et Artémis. Errant d'île en île pour échapper à la colère d'Héra, épouse de Zeus, Leto convainc Délos de la laisser accoucher en son sein. En acceptant, l'île aurait ainsi droit à la postérité. C'est donc cet épisode mythologique qui propulsa Délos sur le devant de la scène, en la dotant d'un des plus grands sanctuaires de la Grèce antique dédié à Apollon. La gestion d'un tel lieu attirait bien des convoitises. L'île fut donc ballottée tout au long d'une histoire chargée entre les différentes cités-États du monde grec qui en détenaient l'hégémonie au détriment de la population délienne. Le peuplement définitif des Déliens de l'époque historique commence vers le IXe siècle. D'où viennent-ils, ceux qui vont former la cité des Déliens? Des îles avoisinantes. Il y avait un peuplement dans les grandes îles, Naxos, Paros, et puis en fonction, sans doute, d'un développement démographique, on s'établit à Délos. C'est assez intéressant parce que, au 7e siècle, il y a un besoin d'identification. Les Cyclades, c'est le monde ionien. Et Délos va devenir le centre de rencontre de ces Ioniens des îles. Île Cyclade, par étymologie, c'est Kuklos, c'est le cercle. Alors, les dominations vont ensuite se succéder. Ce sont les Naxiens qui, d'abord, sont les premiers à s'installer dans le sanctuaire et à y laisser le fameux Kouros des Naxiens. C'était un truc faramineux. Il faisait 9 mètres de haut, sa tête dépassait du temple qui était à côté. C'était un véritable phare. C'était pour... bon, on le voyait certainement de très loin, et j'allais dire même de partout. Il manifestait la présence naxienne à Délos.
Délos connaît donc une première période de prospérité à la fin du 7e siècle, sous l'hégémonie de l'île de Naxos, grande productrice de marbre. Il s'y développe alors une architecture et un art de la grande sculpture en marbre. Les nombreux vestiges découverts sur l'île en témoignent. Jouxtant le fameux colosse d'Apollon, dont il ne demeure que le torse et une partie du bassin, se trouvait l'Oikos des Naxiens, le premier temple d'Apollon dont parle l'hymne homérique. Une autre construction majeure, également en marbre de Naxos, est la terrasse des Lions, formant une allée dans le sanctuaire de Leto. Parmi les traits originaux de cette architecture initiale figurent les bâtiments datant du VIe siècle, dont les murs sont décorés de nids d'abeilles. La Stoa des Naxiens en est un exemple. C'est d'ailleurs devant ce portique qu'a été retrouvée la base du palmier en bronze, l'arbre symbolisant l'Apollon des liens. Il abritait aussi probablement un vieil autel fait de cornes, qui marquait le centre de l'aire sacrée. Au 5e siècle, après la victoire des Grecs sur les Perses, Athènes choisit l'île d'Apollon comme centre d'une confédération de cités grecques, connue sous le nom de Ligue de Délos. Dès lors, le sanctuaire d'Apollon et le trésor de la Ligue sont gérés par des magistrats athéniens installés à Délos jusqu'en 454, date à laquelle le trésor est transféré à Athènes, sur l'Acropole, et sert à financer des grandes constructions comme le Parthénon. La guerre du Péloponnèse entraîne un durcissement de la politique athénienne. Les premières répercussions se feront sur la communauté locale, puisqu'il sera ordonné aux Déliens de naître et de mourir sur l'île voisine, Rhénée. En 422 avant Jésus-Christ, les Athéniens ont essayé d'exiler les habitants de l'île, parce qu'ils devenaient trop dérangeants pour leur pouvoir. Ils voulaient récupérer la gestion du sanctuaire. En voulant justifier la raison de l'exil, ils ont prétendu que les Déliens n'étaient pas assez purs pour servir le dieu, et ainsi ils ont procédé à une purification de l'île. Ils ont ouvert toutes les tombes et ont transporté toutes les sépultures à Rhénée. Après, ils ont décrété que personne n'avait le droit de naître et de mourir sur l'île. Nous disons ça un jour d'été, mais nous devons imaginer la douleur des Déliens, qui voyaient les esclaves des Athéniens, sous un ciel hivernal, ouvrir les tombes de leurs parents et jeter leurs os dans une barque qui allait les transporter en face. Au cœur du sanctuaire, en grande partie d'origine athénienne, se dressent 3 temples dédiés à Apollon. Le plus imposant d'entre eux, le temple des Déliens, est aussi le plus important car il témoigne des grandes phases de l'histoire délienne. Sa construction, entreprise au moment même où Délos fut désigné pour abriter la Ligue, fut interrompue lorsque le trésor fut transféré à Athènes, avant d'être achevé par les Déliens durant leur indépendance, à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais le bâtiment le plus original du sanctuaire est sans aucun doute celui qui fut édifié au IVe siècle par le fondateur d'une nouvelle confédération, celle des Nésiotes, qui regroupait les résidents des Cyclades. Il est original par sa forme et surtout par sa fonction,
puisqu'on s'accorde à dire qu'il servait d'abri au navire amiral, commandé par Démétrios Poliorcète, à la suite de sa victoire à Salamine de Chypre en 306. C'était chose connue de consacrer un navire à Apollon et de l'entreposer dans un bâtiment commémoratif, le Néorion. L'art de la guerre en Grèce était autant naval que terrestre. Les trières étaient la terreur des mers. Cette galère de combat antique est un navire équipé d'une voile dans lequel prenaient place 170 rameurs, étagés sur 3 rangs, d'où son nom de trière. Légère et agile, la trière permettait le développement de la manœuvre d'éperonnage, grâce au rostre de bronze monté sur sa proue, technique qui modifia sensiblement l'art de la bataille navale. Les trières apparaissent en Ionie et deviennent les navires de guerre dominants en Méditerranée, du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Son efficacité lui vaudra d'être réutilisée bien plus tard par les Romains. De 288 à 246, la confédération des Nésiotes obéit à différents pouvoirs, dont celui des Lagides, à qui l'on doit le théâtre et la citerne. L'hégémonie rhodienne, sous la coupe des rois de Macédoine, construit quant à elle 2 grands portiques, celui d'Antigone Gonatas et celui de Philippe V. De leur côté, les Déliens ont commencé à aménager une agora. Si l'histoire de Délos est complexe, la compréhension du site dans sa globalité l'est encore plus. Pour pallier au manque de lisibilité des vestiges, l'équipe de l'école française d'Athènes, dirigée par Jean-Charles Moretti, s'applique depuis quelques années à établir un atlas archéologique du site. Quelle en est la fonction ? Un atlas archéologique, ça sert à faire le point à la fois sur la topographie du lieu et sur les vestiges. Un site archéologique a ce site comparable avec une ville antique, que sa configuration se modifie régulièrement. Apparaissent des nouveaux monuments suite aux fouilles, il y a des monuments qui sont restaurés, il y en a d'autres aussi malheureusement qui se dégradent. Donc c'est utile régulièrement de faire le point, de faire un état des lieux. Alors au 19e, les relevés étaient faits par un théodolite tout à fait simple, c'est-à-dire qu'on mesurait des angles, ce qui permet de connaître des distances. Maintenant, on travaille pour le plan de l'île par photogrammétrie aérienne, ce qui permet d'avoir un modèle numérique de terrain, donc un modèle 3D de l'île entière. Et pour ce qui est des vestiges, on les relève soit avec un théodolite à infrarouge, donc qui calcule directement les distances, soit par un GPS, et même un GPS différentiel, ce qui nous permet d'avoir une précision de l'ordre du centimètre, ce qui est tout à fait suffisant pour le type de relevé qu'on fait au 200e. Si le site a subi l'usure du temps, il a également été l'objet de bouleversements historiques qui ont considérablement modifié le paysage des liens. Ainsi, les ruines que l'on voit aujourd'hui remontent pour la plupart à un tournant historique exceptionnel que les archéologues situent entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Que s'est-il produit ? En fait, ce qui se passe, et ça c'est très important, c'est qu'au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a une totale redistribution des cartes au niveau méditerranéen, avec 2 événements clés que l'on connaît et qui ont leurs conséquences à Délos même, c'est la destruction de Carthage, la destruction de Corinthe, et même, allons au-delà, la destruction de Beyrouth, très peu d'années après. Vous avez les 3 clés économiques de la Méditerranée qui sont détruites.
Et à partir de ce moment-là, Délos va devenir un réel centre économique où se retrouve une population bigarrée, où l'on a à la fois des orientaux venus du Proche-Orient, des Athéniens, et il y a des Romains. Quant au paysage religieux de l'île, à l'époque hellénistique, c'est fantastique. Hein. Sur cette île qui fait 3,5 km sur 1,5 km, vous avez 100 sanctuaires. Sur la terrasse des divinités étrangères se dressent les sanctuaires des communautés syriennes et égyptiennes. Archéologiquement, les divinités égyptiennes tiennent une place particulièrement importante. Elles avaient à Délos 3 sanctuaires, dans lesquels ont été découvertes plus de 200 inscriptions d'un intérêt considérable pour la connaissance des cultes égyptiens dans le monde hellénistique. Appelés Sarapéion, en l'honneur de la divinité égyptienne principale Sarapis, les sanctuaires égyptiens faisaient aussi place à d'autres divinités plus anciennes. En effet, dominant tout le site, se dresse le temple d'Isis, dans lequel est conservée une grande statue offerte par les Athéniens. Au nord-ouest de la terrasse des Lions, on trouve l'établissement des Poséidoniastes, centre de l'association des marchands de Beyrouth qui adoraient Poséidon. La communauté juive éleva pour sa part une synagogue, la plus ancienne connue dans le monde grec. Les Romains, quant à eux, créèrent leurs propres espaces de réunion en 2 points de l'île. L'agora des Compétaliastes, en bordure du rivage et au débouché de la voie sacrée, et l'agora des Italiens, à proximité du cœur du sanctuaire. Soucieux d'imprimer leur marque dans le paysage urbain de Délos, les nouveaux venus n'hésitaient pas à s'approprier les terrains sacrés et les espaces publics. Et pourtant, c'est pas Pompéi, hein, Délos. C'est les seconds couteaux qui sont à Délos, hein, mais c'est les représentants des grandes firmes. Qu'est-ce qu'ils font à Délos? Ils trafiquent. À partir d'une certaine date, la gestion de Délos est en fait aux mains d'une communauté qui comporte les Romains, les commerçants, les anthropovitaires et les armateurs. Hein, c'est cela, la communauté délienne. Si l'essor commercial de Délos est avéré, qu'en est-il des installations liées à cette activité? Tout d'abord, on trouve des entrepôts, comme l'établissement de la Pointe des Pilastres. Des boutiques, la grande place commerciale qu'était Délos n'en manquait pas. Répartis sur l'île selon leur spécialité, on en trouve sur le port, aux abords du sanctuaire, et dans des quartiers d'habitation où se trouvaient également certains ateliers. Si l'on revient sur la médiocrité des installations portuaires ou marchandes de Délos, il faut supposer que les activités bancaires jouaient un grand rôle dans les échanges. Leur ampleur n'est pas toujours synonyme d'entrepôts gigantesques. Dans le cadre de cette recomposition économico-politique du monde méditerranéen au milieu du second siècle, Délos sert de bourse. Hein, c'est une sorte de bourse internationale où ces communautés se rencontrent. Je ne pense pas qu'il faille se représenter Délos comme un véritable entrepôt. On a trouvé des entrepôts, mais tout nous prouve que tout est à la mesure
d'une petite cité, mais que rien ne prouve que Délos, si vous voulez, était un entrepôt à l'échelle de la Méditerranée. C'est un lieu de rencontre et fonctionnant, à mon avis, un petit peu comme une city ou comme une bourse. Cette période de prospérité étonnante, durant laquelle le paysage délien fut profondément modifié, a par ailleurs vu l'habitat se transformer dès la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée de toutes ces communautés. Si les lieux de culte des différents peuples attestent de leur présence sur l'île, les marques d'appartenance étrangères au sein des habitations sont beaucoup plus rares. La plus célèbre de ces marques se trouve dans la Maison des Dauphins. La mosaïque de l'entrée représente en effet un signe de Tanit, symbole de protection dans la religion phénicienne. Les autres mosaïques retrouvées en grand nombre sur l'île appartiennent à un répertoire purement grec. Toutes ces communautés habitaient donc des maisons de type grec, organisées autour d'une cour, en général peu ouverte sur l'extérieur et s'élevant sur un ou plusieurs étages. On note seulement quelques tentatives intéressantes pour ouvrir plus largement les façades. Par les fenêtres de la maison en forme de tour, dans l'îlot des comédiens, les habitants pouvaient profiter du paysage. Les aménagements intérieurs dépendent de la richesse du propriétaire. On retrouve dans les demeures nobles des péristyles de marbre, de belles mosaïques et des revêtements muraux peints avec des représentations figurées. La caractéristique principale de la maison délienne est la cour ouverte, l'atrium, qui a un péristyle qui fait de l'ombre pour les autres chambres. Dans le centre de l'atrium, il y a toujours une citerne, avec un sol en mosaïque. En sous-sol, la citerne permet de collecter l'eau de pluie, qui est puisée par deux puits. L'eau du premier puits était liée directement à la citerne, afin d'obtenir l'eau d'usage quotidien, alors que l'autre avait un filtre de pierre poreuse, afin d'obtenir de l'eau potable. La maison délienne se distingue moins par son architecture que par son mobilier et notamment par ses sculptures. Leurs propriétaires n'hésitaient pas à passer commande de copies d'œuvres célèbres, comme le Diadumène de Polyclète, ou de fresques au goût du jour faisant la part belle à l'érotisme. Plus rare et fait unique en Grèce à l'époque, les riches propriétaires, grecs ou romains, installaient dans leurs demeures des statues portraits. Le milieu des liens semble propice à ce genre d'expérience, où s'amalgament en une synthèse originale des traditions propres aux différentes communautés. Mais d'où provient cette singulière habitude? Les maisons elles-mêmes constituent un témoignage de la psychologie des habitants. Ce qui prouve qu'ils essayaient d'avoir une reconnaissance sociale en dépensant leur argent d'une manière exagérée, sans arriver bien sûr aux exagérations de la décoration des maisons de Pompéi. Nous ne verrons pas des chambres peintes en rouge ou en noir, comme à Pompéi, où il serait terrible de vivre. Au contraire, les objets domestiques dont vous pouvez voir des exemples au musée et leurs statues portraits qui trônaient dans un point central de la maison, afin que tous les visiteurs ou les passants puissent les voir, sont des preuves de leur façon de vivre. Les propriétaires essayaient d'adopter le mode de vie grec, sans le comprendre absolument, et ils imitaient la classe aristocratique dans leur effort de monter les échelles de la société.
ce souci de réussite commerciale, tourné résolument vers l'extérieur, fit la gloire de l'île, elle causa également sa perte. Lors de la guerre entre Rome et Mithridate, Délos, influencé par les Italiens, adopta une politique indépendante, à l'opposé d'Athènes, qui prit fait et cause pour Mithridate. Par deux fois, à l'automne 88 et en 69, les troupes de Mithridate saccagèrent l'île. Ces actes de piraterie et la concurrence croissante des ports italiens entraînèrent le départ progressif des habitants de l'île, qui cessa d'être un relais dans le trafic commercial méditerranéen. Délos succomba par là où elle avait péché, c'est-à-dire par orgueil. Ainsi, le double visage de ces grands centres religieux comme Delphes ou Délos reflète la contradiction de la civilisation grecque, à la fois unie dans les progrès philosophiques, politiques et artistiques, et divisée par les enjeux de pouvoir et de réussite.